Bonjour à tous, chers amis, jardiniers et amoureux de la terre. Dehors, c'est avril, cette période de transition, une passerelle entre les saisons où l'hiver n'est plus tout à fait maître, mais où le printemps ose à peine jeter un coup d'œil par la fenêtre. Les jours rallongent visiblement, le soleil est plus haut dans le ciel, et la terre des parterres, débarrassée des dernières neiges, a foncé. Ici et là, on aperçoit déjà les premières taches de terre noire et humide. L'air a une odeur différente, une odeur d'humidité, de vie, de promesse. Les mains semblent que se diriger d'elles-mêmes vers les outils dans l'abri de jardin. La tête est pleine de projets pour la nouvelle saison. Et sur les rebords de fenêtres éclairées, j'en suis sûr, les premiers semis étirent déjà leurs frêles feuilles. La saison approche. Et c'est justement maintenant, après un long hiver, quand nous ressentons plus vivement le manque de verdure fraîche et de vitamines, et que la salade du jardin est encore loin, que je sors du garde-manger, avec une gratitude particulière, un petit bocal qui, à première vue, ne dit pas grand-chose. Il contient une poudre fine d'un vert émeraude qui sent le soleil d'été, la terre chaude et notre jardin en pleine force. Ce sont des feuilles de réfort séchées. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de discuter avec vous de ce don sous-estimé de la nature et de la façon dont nous pouvons transformer ce que beaucoup jettent au compost ou au feu en un véritable trésor pour la santé, pour la cuisine et même pour la bonne tenue de la maison. Pensez à la scène que vous voyez année après année dans vos propres jardins. Vient le moment d'arracher le réfort. Habituellement, nous le déterrons tard à l'automne, lorsque le jardin se calme et que la terre commence à geler en surface. Certains le sortent aussitôt au printemps, avant que les bourgeons ne démarrent. Nous sortons de terre des racines dures et piquantes, imaginant déjà les râper pour accompagner un pot-au-feu, une viande froide ou pour préparer un bocal de sauce piquante et aromatique. Et les feuilles, ces grandes et belles feuilles vert foncé. Nous les ramassons à plein bras et nous les jetons. Parfois, pire encore, nous les brûlons avec les déchets végétaux. Cela m'a toujours semblé être un immense gâchis. La nature ne fait rien en vain. Si la racine est la force accumulée dans la terre, la feuille est l'âme de la plante, pleine de lumière, d'air et de vie. Chaque feuille a travaillé tout l'été comme une petite usine. Elle a capté les rayons du soleil, fabriqué de la chlorophylle, accumulé des substances actives, des vitamines et des minéraux. Et c'est précisément cette richesse que nous jetons. Si vous aussi vous visez une gestion raisonnée du foyer, où rien de ce qui peut nous être utile ne se perd, alors mes paroles sont pour vous. Nous aimons souvent chercher des super-aliments venus d'outre-mer, acheter des compléments coûteux dans des boîtes brillantes, lire sur des plantes exotiques. Et pourtant, juste à côté de notre clôture, pousse le médecin de la maison, éprouvé par des générations entières. La feuille de réfort peut rivaliser à tout moment avec de nombreuses plantes vantées dans les magazines. C'est juste que personne ne fait de gros profits en vendant des feuilles de réfort, donc on en parle moins. Pourquoi mérite-t-elle notre attention ? Parce que la partie verte du réfort est un concentré de santé. Dans les feuilles, on trouve beaucoup de vitamine C, souvent plus que dans les agrumes que nous payons cher en hiver. Et quand l'immunité est affaiblie, que les rhumes et les virus rôdent, la vitamine C est exactement ce qu'il nous faut. Mais ce n'est pas tout. Les feuilles apportent du potassium pour le cœur et les vaisseaux sanguins, du calcium pour les os et les dents, du magnésium pour les nerfs et un bon sommeil, du fer pour le sang et l'énergie, plus du phosphore, du zinc, du manganèse et bien d'autres. De plus, le réfort a son arme secrète, les phytoncides et les huiles essentielles. Ce sont les substances de défense de la plante, un bouclier naturel. Elles luttent contre les bactéries et les virus avec une action douce, sans frapper la bonne flore intestinale, comme le font parfois les antibiotiques de synthèse. Ce n'est pas pour rien que les anciens disaient si tu as du réfort sur la table, la maladie s'éloigne de la maison. Alors comment conserver cette force jusqu'au cœur de l'hiver ? La récolte et la préparation. Retenez une chose, les feuilles se récoltent quand elles sont en pleine force, quand elles ont le maximum d'arômes et de substances actives. Cela peut être le début de l'été, avec des feuilles encore tendres et brillantes, ou le début de l'automne, quand la canicule s'apaise et que la plante donne une nouvelle vague de vert frais. Choisissez des feuilles propres, saines, sans taches, sans trous de nuisibles, sans bords jaunis. Je préfère les feuilletées de taille moyenne. Elles ont assez de maturité, mais ne sont pas encore coriaces. Coupez-les avec des ciseaux ou un couteau en laissant la rosette centrale intacte pour que la plante continue sa vie. Nous ne sommes pas des barbares, nous sommes les partenaires de la nature. Nous prenons le surplus, mais nous n'épuisons pas. Une fois à la maison, la première étape, et peut-être la plus importante pour la qualité, est le lavage. La surface de la feuille de réfort attrape la poussière, les particules de sol et parfois de petits insectes. Je ne me contente pas d'un rinçage rapide. Je remplis une grande bassine d'eau froide, j'y plonge les feuilles et je les laisse tremper 15 à 20 minutes. La saleté ramollit et se dépose au fond et les feuilles se revigorent. Ce n'est qu'ensuite que je les prends une par une et les lave sous un filet d'eau en passant doucement la paume sur les deux faces.
Quelques minutes de patience vous éviteront le crissement du sable sous les dents et les goûts étrangers. Ensuite, les feuilles doivent être bien essorées de l'eau de surface. Je les étends en une seule couche sur des torchons en lin ou du papier absorbant et je les laisse à l'air. Ne les mettez pas à sécher mouillées, sinon elles vont cuire à la vapeur au lieu de sécher. Selon la température de la pièce, une demi-heure à 1 heure suffit. Vient une étape que beaucoup sautent, mais que je vous recommande avec insistance. Retirer la nervure centrale. La feuille a une côte épaisse, juteuse et fibreuse, qui sèche beaucoup plus difficilement que le reste de la feuille. Si vous laissez la feuille entière, les bords tomberont en poussière tandis que le milieu restera humide, risquant de faire moisir tout le bocal lors de la conservation. Si vous la séchez complètement, la nervure devient dure comme du bois et ne se moude pas bien. Je coupe la nervure avec un couteau pointu, je pose la feuille sur une planche à découper, je passe la lame d'un côté et de l'autre de la côte et je l'enlève. Oui, cela prend un peu de temps, mais la poudre obtenue sera uniforme et fine. Et comme nous avons dit que dans une bonne gestion de maison nous ne jetons rien, les nervures et les queues sont de l'or pour les conserves. Je les coupe en morceaux et les mets au congélateur ou les utilise directement lorsque je fais des cornichons en saumure. Elles donnent de l'arôme, aident à la conservation et surtout donnent ce croquant que nous recherchons tous. La partie verte restante, je la hache menu pour qu'elle se pose facilement sur la plaque. Le séchage, l'étape qui décide de tout. Le but est d'extraire l'eau, mais de conserver la couleur verte, l'odeur et le piquant. Pour cela, la température est la clé. N'allumez pas le four fort. Une grande chaleur détruit les vitamines et les huiles volatiles, et vous obtiendrez un foin brunâtre, sans vie. La température idéale est de 40 degrés Celsius, maximum 50 degrés Celsius. Cela signifie un séchage doux. Je mets du papier cuisson sur la plaque du four, j'étale la feuille hachée en une couche fine et aérée sans la tasser. L'air doit circuler entre les morceaux. Et encore un secret obligatoire. La porte du four doit rester entr'ouverte. Si vous la fermez, la vapeur reste à l'intérieur et les feuilles étouffent. Je cale la porte avec une cuillère en bois, laissant une fente de quelques centimètres. Ainsi, l'humidité sort et l'air sec entre. De temps en temps, toutes les 20 à 30 minutes, je mélange doucement les feuilles pour un séchage uniforme. Quand sont-elles prêtes ? Lorsqu'au simple toucher, elles s'émiettent immédiatement entre les doigts. Elles n'ont plus aucune élasticité, on entend juste un craquement sec. Si vous avez un déshydrateur électrique, c'est encore plus simple. Utilisez le mode pour les herbes aromatiques et c'est tout. Vous pouvez aussi les sécher au grenier s'il fait chaud et qu'il y a des courants d'air étendus sur des feuilles de papier et couvertes d'une gaze fine. En plein soleil, je ne recommande pas. Les rayons puissants décomposent la chlorophylle et vous perdez justement ce vert intense, signe de qualité. Après le séchage, laissez les feuilles refroidir complètement sur la plaque. Si vous les moulez chaudes, la poudre rencontre l'air plus froid et de la condensation apparaît. Ensuite, elle colle, fait des grumeaux et peut moisir. Quand elles sont froides comme la pierre, je les moude dans un moulin à café. En quelques secondes, elles deviennent une farine fine, verte émeraude, comme une poussière d'été. Faites attention en ouvrant le couvercle du moulin. Un nuage légèrement piquant s'élève qui peut vous faire éternuer. C'est du réfort, même sec. Je mets la poudre dans des bocaux en verre sec avec un couvercle qui ferme hermétiquement. Le verre ne prend pas les odeurs et ne les rend pas. Gardé à l'obscurité, au frais, dans le garde-manger, loin de la cuisinière, il se conserve 1 an sans problème. Chez moi, il se termine plus vite, car je l'utilise souvent. À quoi sert ce trésor ? Tout d'abord comme condiment en cuisine. Contrairement à la racine fraîchement râpée, qui est tranchante et vous frappe directement au nez, la feuille séchée a un piquant plus doux, plus rond, avec un parfum herbacé. Une cuillère à café dans la soupe, 5 minutes avant d'éteindre le feu change complètement le goût. Dans un bouillon de légumes, une soupe rustique au chou, un bortsch, ou une soupe de haricots au lard fumé, dans tout plat avec des notes acides ou salées, le réfort ajoute de la profondeur. Dans le jus des cornichons fermentés, c'est de la magie pure. Il relève les arômes et laisse une trace piquante qu'on ne peut pas expliquer immédiatement mais qu'on ressent agréablement. Pour la viande, c'est tout aussi bon. Mélangez la poudre de réfort avec du poivre noir, du gros sel et un peu d'ail semoule et vous obtenez un excellent Queisenrübe, mélange à frotter, pour le rôti. Sur le porc, le bœuf ou le poulet, cela fait une croûte aromatique et aide à attendrir la viande. Pour le poisson, une idée de poudre dans la marinade ou dans une sauce à la crème fraîche et un peu de moutarde donne un goût de restaurant. Ajoutez aussi un peu de jus de citron et vous avez une sauce qui accompagne à merveille le poisson au four, les légumes rôtis ou les pommes de terre à l'eau. Si vous faites des sauces piquantes ou du coulis de tomates pour l'hiver, le réfort a aussi un rôle de conservateur naturel. Les phytoncides arrêtent le développement des microbes, un vieux truc. Si vous avez un bocal de coulis ouvert et que vous craignez la moisissure, saupoudrez la surface d'une fine couche de poudre de réfort. Souvent, la moisissure n'apparaît plus.
Soutien pour la santé, mais la feuille de réfort n'est pas seulement un condiment, c'est aussi un soutien dans les périodes froides. Dans la tradition populaire, on l'utilisait pour nettoyer l'organisme et soutenir l'immunité. Pour la toux et le rhume, il existe un mélange simple des anciens. Poudre de réfort avec du miel, environ 1 pour 1. On prend une demi-cuillère à café, 2 à 3 fois par jour, quelques minutes avant le repas. Le réfort aide à fluidifier les sécrétions et le miel calme la gorge. Pour les gargarismes, en cas de maux de gorge, vous pouvez faire une infusion. Une cuillère à café de poudre dans de l'eau bouillante, laissée 10 minutes à couvert, puis filtrée, à utiliser tiède. Ce n'est pas un substitut au médecin, bien sûr, mais comme soutien, cela fait du bien à beaucoup. Le réfort stimule aussi la digestion. Il lance les sucs gastriques, aide pour les plats lourds, de fait, augmente l'appétit chez les personnes affaiblies. C'est pourquoi, sur les tables traditionnelles, à côté des viandes grasses, il y a toujours quelque chose de piquant. C'est une tradition pleine de bon sens. Cependant, comme toute chose puissante, il faut de la mesure. Si vous avez une gastrite en poussée, un ulcère, une grande acidité ou des problèmes rénaux sérieux, utilisez-le avec prudence et, si besoin, demandez l'avis d'un médecin. Pour la majorité des gens en bonne santé, une petite quantité, utilisée comme ingrédient, est sûre et bénéfique. Je voudrais que vous regardiez le jardin avec d'autres yeux. Le réfort n'est pas seulement une mauvaise herbe tenace qui apparaît là où on ne la veut pas. C'est un cadeau qui pousse presque tout seul. Il ne demande pas d'arrosage quotidien, ne veut pas beaucoup d'engrais. Il ne craint pas le gel de l'hiver. Il vit au soleil ou à l'ombre, dans la sécheresse ou la pluie, sur un sol riche ou pauvre. Et c'est justement cette résistance fantastique qu'il nous transmet aussi par les feuilles et les racines. La prochaine fois que vous serez avec la bêche à côté d'une touffe de réfort, ne jetez plus les feuilles. Séchez au moins un bocal. En janvier ou février, quand le verre manque totalement, vous me remercierez. Si vous voulez le garder sous contrôle dans le jardin, donnez-lui son propre coin. Enterrez dans le sol tout autour une bordure, une tôle ou une vieille ardoise à environ 30 cm de profondeur pour que les racines ne partent pas en voyage dans les plates-bandes. Et très important, récoltez régulièrement. Coupez quelques feuilles matures et la plante en donnera d'autres jeunes et fraîches. Quelques trucs et astuces de jardinier testés. Pour les cornichons en saumure, à la russe/polonaise, j'enveloppe chaque concombre, ou au moins ceux du dessus, dans une feuille de réfort fraîche. Je les mets dans le bocal, j'ajoute la saumure et je laisse fermenter. Les concombres restent fermes, croquants et prennent un arôme particulier. Pour conserver l'ail, pour que l'ail tienne jusqu'au printemps, je le conserve dans des caissettes en bois saupoudrées de peau d'oignon sèche mélangée à un peu de poudre de feuilles de réfort. La peau d'oignon absorbe l'humidité et le réfort désinfecte l'air autour. L'ail ne germe pas, ne pourrit pas et reste comme neuf. Contre les mites alimentaires, bébé, si vous avez déjà eu des soucis avec les mites ou les charançons dans la farine, mettez sur les étagères, dans les coins, quelques feuilles de réfort séchées entières ou un petit sachet en tissu avec de la poudre. L'odeur est insupportable pour les insectes qui éviteront vos provisions. C'est une méthode simple, propre, sans produits chimiques près de la nourriture. Il convient de mentionner rapidement 2 autres méthodes de conservation, si vous ne voulez pas utiliser le four. Les feuilles peuvent être salées, hachées, mélangées avec du sel non iodé, tassé en bocaux, ou congelées, lavées, séchées, coupées sans lanière. J'espère que mes paroles vous seront utiles et que, dorénavant, vous regarderez la feuille de réfort autrement. Non pas comme un déchet vert qui encombre le jardin, mais comme une ressource précieuse. La nature a pensé des solutions pour nous bien avant nous. Souvent, les meilleurs condiments et les meilleures aides pour la santé poussent juste à côté de la clôture et n'attendent que d'être remarqués et appréciés. Je vous souhaite une douce fin d'hiver, de beaux projets, de printemps inspirés et une saison au jardin riche. Ayez une table savoureuse, des gens en bonne santé dans la maison et la paix dans l'âme. On se revoit bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas, les meilleurs trésors sont ceux que nous apprenons à ne plus jeter. Portez-vous bien.